Bonjour à tous, cette petite vidéo pour que vous puissiez faire chez vous une petite partie de la fin du chapitre qu'on est en train de traiter, là, les espaces vectoriels de dimension finie. Donc nous sommes vers la fin effectivement, mais il reste encore un petit peu de travail quand même. Juste pour vous resituer, donc on venait de voir donc comment on définit la dimension d'un sous-espace vectoriel et bon, voilà la proposition qu'elle a en fait, hein, et dans quel cas justement on va avoir une parce que bon, on avait vu donc que la dimension, quand on est en dimension finie, hein, sa dimension est forcément inférieure ou égale à la dimension de l'espace vectoriel. Après, elle est définie de la même manière, hein, c'est le cardinal d'une base de ce sous-espace. Et on avait vu quand est-ce qu'il y avait égalité. Voilà. Et après, on s'est intéressé au supplémentaire. On venait de démontrer justement qu'il existe toujours un supplémentaire déjà quand on est en dimension finie pour un sous-espace vectoriel quelconque. Et en plus que sa dimension à ce supplémentaire, elle s'obtient en prenant la différence en fait entre la dimension de l'espace total et enfin donc l'espace vectoriel et la dimension du sous-espace vectoriel dont on est parti. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais pas trop insisté là-dessus, mais c'est écrit, hein, cette dimension du sous-espace vectoriel, c'est ce qu'on appelle la codimension de F. En quelque sorte, c'est la dimension complémentaire pour arriver à la dimension de l'espace global. Voilà, bon, tout ça, ça a déjà été dit. On avait commencé un exemple qui permettait de voir un petit peu une illustration. C'est pas forcément une application directe, hein, mais une illustration de ce qui a été vu. C'était aussi l'occasion de faire un exercice, en fait, hein, donc un exemple un peu supplémentaire enfin, avec quelque chose qui est un peu moins banal que ce qu'on a pu voir dans certains exemples. Donc là, on a des polynômes avec une définition qui n'est pas si évidente que ça. Voilà, et donc on a déjà fait une bonne partie. On a démontré dans la première question en classe que c'était bien un sous-espace vectoriel de R3 de X. Et aussi, on s'est attaché dans la deuxième question à déterminer la dimension de ce sous-espace vectoriel. Autrement dit, il fallait donc déterminer une base pour arriver à avoir son cardinal et en déduire la dimension. Et donc pour obtenir une base, on est allé expliciter un petit peu plus, bien plus même, les polynômes qui sont dans cet ensemble, qui vérifient la contrainte qui définit l'ensemble. Et on en est arrivé à ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire qu'on avait trouvé que P appartient à F à condition, si seulement si, P peut s'écrire comme une combinaison de x carré moins 2x et de 1. Autrement dit, cette famille x carré moins 2x et 1 est génératrice, ça on peut le dire, elle engendre, pardon, peut-être pas écrire en rouge. Donc, la famille x carré moins 2x et 1 engendre f. Autrement dit, elle est génératrice de f, puisqu'on voit bien qu'avec ces deux-là, par combinaison, on obtient tous les polynômes de f. Et d'autre part, elle est libre, ça se voit, hein. Pourquoi? Parce que quand il n'y a que deux vecteurs, pour être libre, la base, il faut simplement que les deux vecteurs ne soient pas liés, autrement dit pas collinéaires. Donc là, bon, clairement, il faudrait que x carré moins 2x puisse s'écrire comme combinaison de 1. Les combinaisons de 1, ce sont que des constantes, donc ce n'est pas possible, hein. Donc elle est bien libre. Vous retrouverez, parce que je vais vous envoyer également le manuscrit, enfin tout ce que je dis là, mais de façon vraiment tout détaillée, mais de façon manuscrite. Donc vous retrouverez aussi tous les détails, parce qu'il y a peut-être des choses que j'écrirai pas, c'est un peu long, mais je vais écrire la majorité, hein. Mais vous retrouverez aussi tous les détails donc sur la version simplement écrite sans commentaire. Voilà. Donc elle est libre. Et conclusion, on a bien une base. Donc cette famille x carré moins 2x et 1 est une base de f. Et justement, on veut la dimension de f. La dimension de f, c'est le cardinal d'une base, n'importe laquelle. On n'a plus qu'à dire, donc, dimension de f égale cardinal d'une base de f. On avait vu sur le théorème de la dimension finie que toutes les bases, justement, ont le même cardinal. Et là, on en a trouvé deux d'éléments dans la base, donc la dimension, c'est 2. Donc, dans la dernière question, on nous demande de déterminer un sous-espace vectoriel supplémentaire de f. Justement, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on sait déjà qu'il sera de dimension 2. Puisque R3 de x en tout est de dimension 4. Ça, on peut l'écrire d'ailleurs, tout ça. Je vais l'écrire. Donc, dimension de R3 de x, c'est 4. Dimension de f, on l'a vu, c'est 2. Donc, il existe... C'est le théorème qu'on vient de démontrer qui nous le dit.
Il existe donc un sous-espace vectoriel supplémentaire, on va l'appeler G, supplémentaire de f dans R3 de x, de dimension 4-2. Autrement dit, 2. Voilà, donc on sait qu'on cherche un sous-espace vectoriel qui aurait une base, encore une fois, avec 2 vecteurs, autrement dit ici 2 polynômes. Bon, d'autre part, on a vu avec le théorème de la base incomplète, d'après le théorème de la base incomplète, on peut compléter, donc nous, notre famille, c'était, parce que nous, on sait qu'elle est libre, et que c'est une base en plus de f, donc on peut compléter x carré moins 2x 1 en une base de R3 de x. Et justement, bon, c'est pas un hasard tout ça, R3 de x, ces bases, elles ont 4 éléments. Nous, on sait justement que celui qu'on cherche, il a 2 éléments. Bon. Voilà, on va l'appeler, est-ce que je lui donne un nom à cette base? Bon, c'est pas la peine, ça va aller comme ça. Donc, en une base de R3 de x. Et en plus, on remarque que nos deux polynômes, ils sont de degrés différents. Et on sait que si jamais on obtient, on prend une famille échelonnée, à degré échelonné, elle sera forcément libre. Donc si j'en ai le bon nombre, ce sera une base. Et donc là, si je regarde bien, j'ai un polynôme de degré 0, un polynôme de degré 2. Donc si je prends un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 3, je suis sûre d'obtenir une famille libre. Et donc d'obtenir une base de R3 de x. Et en plus, d'après la dernière proposition du chapitre précédent, vous vous rappelez l'histoire des deux supplémentaires qui, dont les deux bases, dont les bases respectives constituent après une base de l'ensemble total. C'est-à-dire que j'ai mon espace vectoriel que je split en deux sous-espaces supplémentaires, et comme ça je peux passer des bases de l'un aux bases de l'autre en gros. Enfin, c'est pas très clair, mais donc en gros si j'arrive à compléter ma base avec donc deux vecteurs qui vont bien faire encore qui vont bien donner une base et qui seront libres, du coup j'obtiendrai directement une base d'un supplémentaire de justement de l'espace F dont je suis partie. Donc qu'est-ce que je peux prendre comme polynôme de degré 1 et de degré 3 qui viendrait compléter ma famille? Bah honnêtement, on va faire simple, hein, on va prendre x et x cube. Ça semble assez clair. Et on va expliquer tout ce que j'ai dit, parce que j'ai dit plein de choses. Alors je vais l'écrire quand même une partie. Donc, d'après la dernière proposition, il faudrait qu'on lui donne un nom quand même à celle-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise. Donc du chapitre 10a. Les vecteurs, comment on pourrait dire, entre guillemets, ajoutés, quoi, hein, qu'on va adjoindre à la base qu'on a déjà de f pour faire une base de R3 de x, ils constituent une base d'un SEV supplémentaire de f dans E. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est exactement ce qui avait été dit. C'est-à-dire si je pars d'une base de E et que je split cette base en deux sous-familles, chaque famille va être la base d'un sous-espace vectoriel. Donc on va pouvoir écrire comme des vectes. Hein. Et ces deux sous-espaces vectoriels seront des supplémentaires. Voilà, je vous laisse aller voir la proposition, ça disait ça. Donc justement, là, ça nous intéresse. Donc justement, alors là, j'ai dit assez de choses. Or, x carré moins 2x 1, donc ça justement, c'est celle que j'ai déjà. Et je rajoute x cube. Si je les range dans l'ordre, on voit bien que ça nous donne une famille qui est à degré échelonné, autrement dit une famille libre. Est à degré échelonné. Donc elle est libre et elle a le bon nombre de vecteurs, donc de polynômes. Et son cardinal est 4, qui est donc, je le rappelle, hein, la dimension de R3 de x, donc c'est le cardinal de toutes les bases de R3 de x. Donc, elle est une base de R3 de x.
Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à conclure que vect de ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire xx cube, que je peux appeler g, est un supplémentaire de f dans R3 de x. Puisque donc, hein, je répète, si je récupère ici ma base de R3 de x, j'ai donc d'un côté la base de f, de l'autre côté la base d'un supplémentaire de f. Donc ici j'ai une base d'ailleurs. Voilà, donc ça déjà, en fait ça répond, et je regardais mais il n'y a pas d'autres questions. Voilà, donc c'est une bonne illustration de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'effectivement on a bien le supplémentaire qui a sa dimension, qui est le complémentaire pour le coup, entre la dimension du sous-espace dont on est parti et la dimension de l'espace vectoriel complet. Là on a bien 2 plus 2 qui font 4, hein, donc, donc ça fonctionne bien. Voilà pour cet exemple qui est assez intéressant parce que ça permet de balayer pas mal de choses qui ont été vues et en plus dans un contexte un petit peu différent de R3 ou R2 qu'on a pu voir en long, en large et en travers. Donc ce qui nous amène au 2b qui n'est pas du tout étranger à ce qu'on vient de faire. On va le voir parce qu'on va le démontrer et on va utiliser justement les arguments, enfin le théorème précédent. Donc la formule de Grassmann, en plus elle porte un nom celle-là, donc ça sera pratique pour l'utiliser, contrairement à d'autres. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle va dire cette formule? Ben, en fait, elle va simplement nous permettre d'obtenir la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Déjà, on avait vu que la somme de deux sous-espaces vectoriels est bien un sous-espace vectoriel, donc on peut parler de dimension de façon, sans problème, de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Déjà, dimension de f plus g, ça existe, pas de problème. F inter g aussi, rappelez-vous, on avait démontré qu'il s'agissait bien d'un sous-espace vectoriel, quand f et g le sont, bien sûr. Voilà, et donc, parce que, enfin, je sais pas si... Oui, j'en dis trop, donc je vais m'en tenir à ça. Donc en gros, on va essayer de démontrer comment on peut obtenir la dimension de f plus g. Et déjà, première chose, on se rend compte, et je donnerai un contre-exemple là juste après, on se rend compte que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire dimension de f plus g égale dimension de f plus dimension de g, comme on aurait envie de le dire, ça n'est pas vrai. Et donc je vais donner un contre-exemple déjà avant de faire la preuve. Donc on va avoir un contre-exemple qui nous convainc déjà qu'effectivement, cette histoire-là, ça va pas marcher à chaque fois, juste dimension de f plus dimension de g. Et ensuite, on ira démontrer plus précisément que, plus exactement, c'est dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Voilà. Donc bon, ça peut vous rappeler, enfin c'est pas sans vous rappeler en tout cas je pense, la formule des probabilités avec donc la probabilité de A union B qui serait P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais attention parce que justement ça n'est pas F union G ici, c'est F plus G. Voilà, donc libre à vous après d'utiliser les moyens mnémotechniques que vous voulez, mais faites attention à ne pas faire de confusion par contre, hein. Alors donc si déjà j'écris un petit contre-exemple, je vais l'écrire où? Je vais peut-être le mettre là. Alors, contre-exemple, oui et non. Enfin, surtout, on va mettre un warning, en fait. C'est-à-dire que dimension de f plus g n'est pas égale à dimension de f plus dimension de g. Voilà. Et donc, un petit exemple de ce constat, quoi. Hein, c'est ça que je vais faire, en fait. Donc, si je prends un exemple... Alors, pour le coup, on va rester très basique parce que le but, c'est juste de voir que ça ne marche pas. Donc, je prends f qui serait vect. Donc là, on est dans R3, hein, bien sûr. Et on va faire très simple, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Voilà. Donc déjà, première chose, f est dimension 1. Bon, ça, je pense que maintenant, c'est bon pour vous. On a une famille génératrice qui est libre aussi. Il y a un seul vecteur non nul. Hein, donc la base, on l'a, c'est 1, 1, 0. Donc il y a un seul vecteur, donc dimension 1. Là, ici, j'ai deux vecteurs qui engendrent. Ils sont libres, puisque clairement, ils ne peuvent pas être collinéaires. Donc c'est aussi une base, et donc j'ai une dimension 2. Ce qui veut dire que quand je fais f plus g, si je suis mon intuition, là, avec dimension de f plus g égale dimension de f plus dimension de g, je devrais obtenir une dimension 3. Autrement dit, f plus g, ça devrait être R3. Et en fait, non. Alors, on va voir pourquoi. Très rapidement, c'est tout simplement, il y en a qui l'ont déjà remarqué, je pense, les deux vecteurs de g, là, comment je peux les appeler, j'en sais rien moi, V2, V3, voilà, et lui V1. V2 plus V3 égale V1. Enfin, ou V1 égale V2 plus V3. Autrement dit,
F est inclus dans G. C'est-à-dire que les combinaisons linéaires de ce que j'ai dans F, je les trouve aussi dans G, puisque V1 lui-même est combinaison de V2, V3. Et donc comme F est inclus dans G, F plus G aussi. Puisque quand je fais F plus G, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des éléments de F, autrement dit de G, puisqu'il est inclus, plus des éléments de G. Donc en gros, j'additionne des éléments de G entre eux. Donc ça reste dans G. Ce qui veut dire que la dimension de F plus G est forcément inférieure ou égale à la dimension de G. Et elle ne vaut que 2. Et dimension de F plus G... en fait, d'ailleurs, je suis bête, je vous ai mis inclus, je peux même carrément mettre égal, hein, parce que, oui. Donc on peut même mettre que les dimensions sont carrément égales. Donc c'est égal carrément à 2. En tout cas, ce n'est pas égal à 3. Donc ce n'est pas égal à dimension de F plus dimension de G. Donc clairement, il y a des cas... Alors bon, il y a des cas où on pourrait dire à l'avance que ça va marcher, hein. J'entends déjà les questions et les remarques, vous avez raison, ceux qui le pensent, il y a des cas où on sait déjà qu'effectivement ça reviendra à faire dimension de F plus dimension de G, notamment, enfin c'est le seul cas en fait, hein, quand F inter G sera réduit à 0, c'est-à-dire quand on aura une somme directe. Voilà. Mais quand on n'a pas une somme directe, il faudra penser à enlever la dimension de F inter G si on veut obtenir la dimension de F plus G. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, et justement, l'histoire de la somme directe, ça reviendra juste en dessous pour les sous-espaces vectoriels supplémentaires. C'est pas anodin tout ça. Alors, si on prouve déjà donc la formule de Grassmann, vous allez voir que la formule, la démonstration, elle est pas si simple parce qu'elle n'est pas, comment dire, il suffit pas d'être méthodique, hein, le départ n'est pas forcément naturel. Donc, je vais expliquer un petit peu déjà l'idée et ensuite on va faire la démonstration. Donc, alors, juste, je vais me placer là. Donc, formule de Grassmann. Oui, on va faire comme ça. Donc déjà, je vais la réécrire simplement pour vous faire comprendre pourquoi on va faire la preuve qu'on va faire. Donc nous, ce qu'on veut démontrer, on est bien d'accord, c'est que si j'ai f et g qui sont deux sous-espaces vectoriels, alors la dimension de f plus g devrait être égale. Donc ça, c'est l'énoncé, pas la preuve, hein, attention. La dimension de f plus g devrait être égale à la dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Autrement dit, je pourrais voir les choses autrement. Je pourrais me dire, finalement, ça revient à démontrer, si je mets donc dimension de g de ce côté, f plus g moins dimension de g, égale dimension de f moins dimension de f inter g. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, justement, si on se souvient du théorème juste avant, ça peut faire penser quand même à quelque chose. Parce que regardez le théorème juste avant, on avait dimension de E moins dimension de F. Autrement dit, dimension de l'espace vectoriel global qui est concerné, moins la dimension du sous-espace vectoriel. Donc là, finalement, on pourrait se dire, justement, G, il est inclus dans F plus G. Là, il n'est pas forcément égal, attention, hein, parce que F n'est pas forcément inclus dans G dans ce cas-là. Mais ça, peu importe, c'est pas grave. Donc G, c'est bien un sous-espace vectoriel qui va être inclus dans F plus G. Et donc finalement, tout ça, ce serait la dimension d'un sous-espace supplémentaire de G dans F plus G. La même idée, F inter G, c'est inclus dans F, c'est un sous-espace vectoriel de F. Donc, je pourrais voir ça comme la dimension d'un sous-espace vectoriel supplémentaire de F inter G dans F. Donc, on va partir là-dessus, justement. En fait, on va définir un sous-espace vectoriel supplémentaire. Alors, l'un des deux, nous, on va le prendre plutôt là, voilà, ici. On va dire, dans F inter G, il existe, ça aussi c'est le théorème précédent qui nous le dit, hein, il existe bien un supplémentaire de F, on va lui donner un nom, et ce supplémentaire, on va essayer de montrer qu'il est aussi un supplémentaire de G dans F plus G. Et dans ce cas, il aura forcément, après les dimensions seront forcément égales, puisque si l'espace lui-même est le même, forcément je vais avoir la même dimension. Voilà, donc l'idée c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on va partir là-dessus. Donc déjà, premier point, donc là pour le coup j'entame la preuve. Voilà, preuve. Donc premier point déjà, définir un tel sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc prenons f, on va dire que f est de dimension finie, bon ça c'est admis parfaitement dans les hypothèses, et f inter g est un SEV.
Alors c'est un SEV de E à la base, mais c'est aussi un SEV de F puisqu'il est inclus dans F, hein, et que oui ça de F, et que F est lui-même un sous-espace vectoriel, donc un espace vectoriel. Donc il a lui-même des sous-espaces vectoriels, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est un SEV de F, donc d'après le théorème précédent, il existe bien un SEV supplémentaire, on va l'appeler H, un SEV H supplémentaire, je ne peux pas l'appeler G, j'ai déjà pris, hein, supplémentaire de F inter G dans F. Voilà. Autrement dit, on peut l'écrire sous forme de somme directe. H, somme directe F inter G égale F. Bon, ça, c'est nous qui l'avons posé parce que le théorème précédent nous y autorise. Donc ça, c'est bon. Maintenant, donc ce H-là, ce sous-espace supplémentaire de F inter G dans F, je vais essayer de montrer qu'il est aussi le sous-espace supplémentaire de G dans F plus G. Comme je vous disais, après, l'idée étant de dire, ah bon, bah, vu que c'est le même des deux côtés, j'ai la même dimension. Voilà, c'est ça l'idée. Et d'utiliser donc le théorème précédent. Alors, on y va. Donc, montrons que, je vais quand même l'écrire, montrons que H est aussi un SEV supplémentaire de G dans F plus G. Voilà. Autrement dit, on veut montrer que H plus G somme directe égale F plus G. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas une preuve forcément facile, parce qu'il y a quand même beaucoup de concepts, beaucoup de lettres, beaucoup de choses qui interviennent et qui se côtoient là. Donc forcément, c'est pas la plus évidente, mais c'est un très bon exercice en revanche. Alors, pour montrer donc, que j'ai la somme directe de G de H qui serait égale à F plus G, déjà il faut montrer que H et G sont en somme directe. Donc, montrons que H inter G égale et réduit au neutre. Pour ça, on va prendre X dans H inter G et on va voir qu'il vaut forcément le neutre. Si X appartient à H inter G, il appartient notamment à H. Donc, comme H est inclus dans F, parce que bon, je ne l'ai pas dit ici, j'aurais peut-être dû, H est forcément inclus dans F, hein, puisque c'est un sous-espace vectoriel supplémentaire de F inter G dans F. Donc il est aussi lui-même un sous-espace vectoriel de F. Hein. Donc comme H est inclus dans F, on peut en déduire que X appartient à F. Ensuite, X appartient à G. Donc, comme X appartient aussi à H et à F, on peut dire que X appartient à F. Alors, c'est pas pour rien que je l'écris comme ça, hein, F inter G inter H. Alors, pourquoi je l'écris comme ça? Parce que, rappelez-vous, on a une information capitale, en fait, hein, ici, c'est celle-là. C'est qu'on a déjà une somme directe qui existe entre H et F inter G. Donc, si j'arrive à montrer que X il est dans l'intersection entre F inter G et H, ben, comme je sais déjà que cette intersection elle est réduite au neutre, je saurai que X vaut forcément le neutre. Donc, justement, c'est ce qu'on va dire. Lui, il est égal à l'ensemble contenant que le neutre, car H est en somme directe avec F inter G. Donc, forcément, X est égal au neutre. Et du coup, ben, on a démontré que H inter G est inclus dans, dans l'ensemble qui contient que le neutre. Et comme l'inclusion inverse est forcément vraie, comme ce sont des sous-espaces vectoriels, du coup, on peut en déduire l'égalité. Voilà, donc cette partie-là, on est bon. On a bien démontré ce qu'on voulait. Maintenant, pour être supplémentaire, il ne faut pas juste être en somme directe, il faut aussi que ce soit égal à l'espace global. Et ici, l'espace global, c'est F plus G. Donc, enfin, que la somme soit égale à ça. Donc, on va essayer de montrer justement que la somme de H plus G, c'est égal à l'espace vectoriel là dans lequel on travaille, qui est F plus G. Bon, ça, vous allez voir que ça tombe aussi, hein, c'est pas, mais voilà, là pour le coup, il faut être méthodique, cette partie-là, là. Donc, je prends Z appartenant... Donc, en fait, moi, je vais essayer de montrer F plus G inclus dans H plus G. Parce qu'en fait, l'autre sens va être évident parce que H est inclus dans F.
Donc je montre le sens, je m'attache au sens où il y a vraiment du travail. Donc là, pour montrer cette inclusion, je prends un élément dans F plus G, je vais essayer de montrer qu'il est aussi dans H plus G. Donc je prends Z appartenant à F plus G. Le fait qu'il appartienne à F plus G, ça m'assure qu'il existe X appartenant à F, Y appartenant à G, tel que Z soit égal à X plus Y. C'est ça, être dans F plus G, hein, c'est s'écrire comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Or, on va encore utiliser la même chose, hein, c'est-à-dire que F est la somme directe de H et de F inter G. Donc, le fait que X appartient à F, ça implique qu'il existe X1 appartenant à H, X2 appartenant à F inter G, tel que X égale X1 plus X2. Voilà, c'est-à-dire que lui-même, je peux le décomposer avec un élément de H, un élément de F inter G. Et donc maintenant, si je réutilise ce que j'ai trouvé là, donc lui, je vais l'injecter là-dedans, il va me rester, donc, enfin il va venir plutôt, et donc Z égale x1 plus x2 plus y. Et si on regarde bien ce qui se passe, lui il appartient à F inter G, et F inter G, c'est inclus dans G. Lui, il appartient à G aussi. Parce que nous, rappelez-vous, on veut montrer que ça appartient, que notre Z, il appartient à H plus G. Autrement dit, je veux le montrer que c'est un élément de H plus un élément de G. Donc déjà, X1 et Y, c'est dans G. Et X2, justement, c'est comme ça que ça a été... Ah oui, alors, attendez, j'ai inversé les deux, c'est pas grave. C'est rien du tout, c'est le contraire, excusez-moi. Donc c'est X2 qui appartient à F inter G, qui est dans G, voilà, et lui qui appartient à H. Donc en fait, je peux très bien l'écrire comme x1 plus x2 plus y, avec donc cette partie qui appartient à G et cette partie qui appartient à H. Donc effectivement, Z appartient à H plus G. Donc à partir du moment où j'ai Z qui appartient à H plus G, j'ai bien démontré que si Z appartient à F plus G, il appartient aussi à H plus G. Donc je peux en déduire que F plus G est inclus dans H plus G. D'autre part, comme H est inclus dans F, on sait que H plus G est inclus dans F plus G. Donc on a bien une égalité parfaite entre H plus G et F plus G. On a bien démontré ce qu'on voulait. Autrement dit, la somme directe qu'on voulait obtenir, on l'a. On a donc bien H plus G en somme directe qui est égal à F plus G. Et ça va tout débloquer puisque justement j'avais expliqué au début de la preuve pourquoi si on arrivait à montrer ça, c'était gagné pour les histoires de dimension. Donc là, ça signifie que H et G sont supplémentaires dans F plus G. Mais rappelez-vous que H est aussi le supplémentaire de F inter G dans G. Donc on va se servir de ces deux choses-là. On interprète à l'aide des dimensions. Voilà. Donc, nous, on avait H et G supplémentaires dans F plus G. Donc, de ça, on en déduit que la dimension de H est égale à la dimension de F plus G moins la dimension de G. Ça, c'est le théorème précédent, justement, qui nous le dit. On sait aussi donc que... tout à l'heure, j'ai dit F inter G... Oui, alors j'ai mis le H de l'autre côté, bon, c'est pareil. Il y a donc là, cette fois-ci, on était dans... Que je ne me trompe pas. On était dans F. Je crois que j'ai dit le contraire, tout à l'heure, j'ai dit G. Non, j'avais pris dans F. Donc du coup, on peut en déduire que la dimension de H est égale à la dimension de F moins dimension de F inter G. Voilà, et donc si vous regardez les deux égalités que vous avez là, ça vous en donne une troisième. Et donc, dimension de F plus G moins dimension de G égale dimension de F moins dimension de F inter G. Autrement dit, si je bascule mon G à droite,
je récupère bien la formule dite de Grassmann. Voilà. Donc, ben celle-là, c'est bon, c'est fait, c'est démontré, on va pouvoir l'utiliser comme on le souhaite. Voilà. Alors, alors je dirais pas que la formule de Grassmann est très souvent utilisée, ça arrive, hein, ça arrive, mais elle est souvent, en fait, c'est sa version pour la somme directe qui est souvent utilisée. Voilà. Parce que bah, quand on n'a pas d'intersection, du coup, on est sûr que la dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus dimension de g. Et ça, bon, effectivement, et en fait, ça découle aussi du théorème précédent, hein, puisque, enfin bon, bref, j'en dis pas mal, mais donc voilà, c'est à retenir en tout cas, formule de Grassmann à retenir, et à retenir aussi donc son cas particulier avec la somme directe. Alors un petit exemple où là pour le coup justement on ne travaille pas sur la somme directe, donc ça peut être intéressant de voir. Alors je vais le faire là en dessous, donc un exemple. Donc alors dans cet exemple on prend, j'en ai pris combien? J'en ai pris 5, donc 5 vecteurs que j'appelle U, V. Alors pour le coup on se place dans R4, hein, somme toute assez classique, mais parce que bon, je peux pas non plus faire à chaque fois que des exemples qui nous prennent beaucoup de temps. Pardon, ça c'était pas... Bon, j'enlève la moitié des trucs. Ça c'était pas W, c'était X. Voilà. X, lui justement, c'est 0, 0, 1, 0. Et Y, ce serait donc 1, 1, 0, moins 1. Voilà, donc on a ces 5 vecteurs, et on va s'intéresser au sous-espace vectoriel engendré par UVW et au sous-espace vectoriel engendré par XY. Donc F engendré par UVW, G engendré par XY. Et donc première question, enfin oui, je pourrais tout mettre dans la même question, mais donc dimension de F, dimension de G, voilà. Et deuxième question, dimension de F plus G, dimension de F inter G. Donc déjà, première remarque, on est d'accord que si j'arrive à trouver les trois premières, la dernière, justement, j'obtiendrai avec la formule de Grassmann. Donc je pense que ça vous échappe pas. Je peux aussi trouver F, G, F inter G et en déduire F plus G. Ou même, enfin bon, du moment on en a trois, on déduit la quatrième, quoi. Hein, ça marche bien. Après, à nous de voir là ce qui nous arrange le plus. Ce qui demandera le moins de calcul, ce sera sûrement de les prendre dans l'ordre. Alors, déjà, bon, la première question, ça va vite, les deux premières dimensions, puisque donc on a UVW qui est libre et génératrice, puisque... Alors libre parce que bon, il suffit de le vérifier, je vais en parler, et génératrice parce que F est écrit comme le vecte de UVW, donc UVW est d'office génératrice de toute façon. Voilà. Alors pourquoi elle est libre? Parce que, alors soit vous posez les choses avec les lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Ça se fait très bien là. Il n'y a que des 1 et des 0, donc bon. Soit vous regardez déjà U et V. U et V sont bien libres puisqu'ils sont non collinaires. Donc déjà UV, on est sûr que c'est bon. Et ensuite, on voit que W ne peut pas être combinaison de U et de V parce que W, a sa dernière composante qui est égale ici à 1. Or, U et V n'ont que des zéros. Donc il est impossible de générer W à partir de U et de V. Ce qui veut dire que W n'est pas une combinaison de UV, donc comme U et V déjà était libre, quand je vais rajouter W, ça reste libre. Voilà, donc on pourrait tout à fait le justifier, je vais y arriver, justifier comme ça. Donc XY, elle est libre aussi sans problème. Bon là il n'y en a que deux, ils sont parfaitement non collinéaires, donc pas de problème. Et elle est aussi génératrice de G. Donc de ces deux remarques, on peut en déduire que UVW est donc une base de F, et donc dimension de F égale 3. Et ici, on peut en déduire que XY est une base de G, et donc dimension de G égale 2. Donc ça, première question, je dirais facile. Deuxième question, voilà, bon là c'est un petit peu plus compliqué puisque je ne peux pas utiliser la formule de Grassmann pour F plus G puisque je n'ai pas F inter G. Du coup, effectivement, soit je cherche d'abord F inter G, soit je cherche d'abord F plus G. Bon, F inter G, il y a quand même un peu de travail parce que il y a quand même 5 vecteurs qui entrent en jeu là, donc bon, ça se fait, hein, bien sûr, ça se fait honnêtement.
Maintenant pour f plus g, on va voir qu'en fait, on trouve une base assez vite. Donc on va plutôt passer par là. Donc, concernant f plus g, donc tout d'abord, ce qu'on constate, et ça c'est important parce que ça va limiter un petit peu notre travail, c'est que f plus g est forcément inclus dans R4. Donc, sa dimension, on sait déjà que ça ne peut pas dépasser 4. Voilà. Donc déjà, on ne pourra pas garder les 5 vecteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, nous, ce qu'on sait, c'est que f plus g, c'est le vecte de tous les vecteurs. C'est-à-dire que je prends tous les éléments de f et j'ajoute tous les éléments de g possibles. Donc toutes les combinaisons de f et toutes les combinaisons de g vont être additionnées, ce qui revient à prendre le vecte de UVWXY. Donc déjà, je sais que cette famille, elle est génératrice, mais elle ne peut pas être libre parce que j'en ai trop. Ça ne peut pas être une base. Les bases, elles seront maximum de cardinal 4. Ça sera peut-être même moins, en fait. Bon, ça, faut aller voir un petit peu plus. Par contre, ça ne pourra pas être moins de 3, puisque UVW est déjà libre, puisque c'est une base de F. Voilà, donc on sait que c'est ou 3 ou 4, la dimension. Donc déjà, justement, première chose, UVW libre. Donc, dimension de F plus G, déjà, elle est supérieure ou égale à 3. Voilà, c'est pour ça que ce sera ou 3 ou 4. Donc si je cherche une base de F plus G, je peux déjà partir de UVW. Déjà, bon, ça c'est libre, maintenant c'est peut-être pas générateur, donc faut voir si je peux rajouter X ou Y. Cela, enfin je sais pas si vous me suivez, en gros j'utilise le théorème de la base extraite, c'est-à-dire que j'ai une famille génératrice UVWXY, donc ça veut dire que je peux extraire une base de ça. Et extraire une base, ça revient à faire quoi? Ça revient à prendre la famille libre de cardinal maximal. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais enlever que ce qui est en trop, c'est-à-dire je vais enlever ce qui est, s'il y a un vecteur ou deux, qui est combinaison linéaire des autres. Voilà. Mais sinon, je garde. Je ne sais pas si vous me suivez bien, là, c'est pas forcément... Alors, soit ça paraît logique, parfaitement évident, soit c'est pas si simple que ça à comprendre. Voilà. Donc, je répète, elle est génératrice, donc je peux extraire une base. Ça, je peux le dire, d'ailleurs. Alors, je vais l'écrire là. Elle est génératrice, donc on peut en extraire une base de F plus G. Donc, je sais que 3 ou 4 de ces vecteurs est une base de F plus G. Voilà. Donc, j'en prends 3 qui sont déjà libres. Et je vais aller voir justement au niveau de X et de Y. Je vais les mettre là. Donc on cherche une sous-famille libre de cardinal maximal. Si c'est juste pour prendre une sous-famille libre, UVW elle fonctionne. Mais on n'est pas sûr de générer tout l'ensemble avec ça. De cardinal maximal. Voilà. Et donc, on va aller prendre par exemple X, on va aller chercher, est-ce qu'il pourrait être, est-ce qu'il appartient en fait à vecte de UVW déjà dedans, donc dans ce cas-là, X il ne sera pas intéressant, ou bien est-ce qu'il n'y appartient pas, et dans ce cas-là, je vais pouvoir l'adjoindre à UVW pour créer donc une famille de cardinal 4 qui sera toujours libre. Et là, pour le coup, elle sera de cardinal maximum, donc on sera sûr que c'est une base. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher Y. Alors justement, eh bien X, il ne peut pas s'écrire, il n'est pas combinaison linéaire de UVW. Alors, il suffit de faire le calcul, c'est-à-dire que si je suppose qu'il l'est, donc j'écris X comme combinaison de UV et W, alors je vais prendre gamma, voilà, et bien ça revient à... voilà, vous pouvez poser le système en fait. J'essaye de le faire en version rapide parce que c'est pas forcément central là. Donc moins bêta 0, et l'autre, il n'y a que des 1, donc gamma, 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 gamma. Voilà, ça revient à ça, et en fait, vous voyez que sur la dernière ligne, on va trouver que gamma égale à 0. Grâce à ça, sur la première et la deuxième ligne, on trouve que alpha et bêta valent 0. Bon, jusque-là, pourquoi pas? Bon, ça voudrait dire que x est nul, bon, ce serait pas possible, en fait, puisque x appartenait à une base. Mais bon, en plus, sur la troisième ligne, quand on remplace alpha, bêta et gamma par 0, on s'aperçoit que ça fait 0 égale 1. Donc, effectivement, impossible. Donc alpha égale à 0, bêta égale à 0,
gamma égale à 0 sur la dernière ligne, et donc là on obtiendrait que 1 égale 0. Donc c'est parfaitement impossible, ce qui veut dire que x ne peut pas être combinaison de UVW. Donc je dois le garder lui aussi pour constituer une base de f plus g. Parce que ça veut dire que lui, en gros, il amène une composante que n'avait pas UVW, et donc va nous aider justement à engendrer tout l'ensemble. Parce qu'avec UVW, je vous rappelle qu'à la base, normalement, on n'engendrait que f. Voilà. Alors ça aurait pu, hein, si jamais ou f est inclus dans g ou g inclus dans f, on aurait pu trouver des vecteurs qui appartenaient à l'autre ensemble. Mais là, c'est pas le cas. On a bien un x qui n'appartient pas à f, donc qui n'appartient pas à vecte de UVW. Donc, du coup, je peux en déduire que UVW x est libre. Voilà. Et donc elle est libre et elle est forcément génératrice puisque comme elle se retrouve être de cardinal 4, c'est-à-dire le cardinal maximum qu'on peut obtenir ici pour une base. Du coup, il n'y a même pas de doute possible, hein, elle est forcément génératrice donc de R4. On est dans de F plus G, pardon. De F plus G. Mais en fait, elle est aussi de R4 puisqu'on est dans R4 et c'est de dimension 4. Bon, j'en dis trop. Alors, UVWX est libre et de cardinal maximal. Donc là, on est sûr qu'on ne peut plus rien rajouter. Donc, en gros, j'ai extrait une base. Donc, UVWX est une base de F plus G. Et donc, en fait, F plus G égale R4, puisque ça voudrait dire que dimension de F plus G, on va l'écrire d'ailleurs, dimension de F plus G égale 4. Et 4 dans R4, ça veut dire que F plus G est carrément R4. Bon, ça c'est un détail, on ne vous le demandait pas, mais tant qu'à faire. Donc on trouve une dimension de F plus G égale à 4. Et maintenant, si je veux donc la dimension de F inter G, j'utilise la formule de Grassmann dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, j'utilise pour trouver F inter G. Et je vais donc en déduire la dimension de F inter G. Donc dimension de F plus dimension de G moins dimension de F plus G. Autrement dit, donc, qu'est-ce qu'on avait déjà? On avait 3 plus 2 moins 4, donc ici dimension 1. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher F inter G, on sait qu'il est de dimension 1. Voilà, mais on aurait très bien pu, comme je disais, faire dans l'autre sens, hein, donc chercher d'abord F inter G et en déduire la dimension de F plus G. Ça m'a semblé plus simple comme ça, mais c'était pas la seule façon de faire. Bon, voilà, donc ça, on sait qu'on a ça de plus dans notre escarcelle qui peut nous servir. Et donc un dernier théorème qu'on va démontrer dans cette vidéo et qui est très utile, qui est encore une caractérisation. Je crois que c'est la dernière là pour le coup du chapitre. Peut-être qu'il y a pour le rang, remarquez, je ne sais plus. Non, pour le rang, on n'avait pas de caractérisation. Donc voilà, ça sera la dernière de caractérisation, on en a vu quelques-unes, et on a vu qu'à chaque fois, justement, c'est très utile parce que ça permet de simplifier vraiment un certain nombre de problèmes. Et donc là, on va aller voir comment on peut caractériser des sous-espaces vectoriels supplémentaires, à condition d'être en dimension finie, bien entendu. Alors, justement, regardez là ce qu'on suppose. On suppose que dimension de f plus dimension de g égale E. Donc si E, c'est f plus g, c'est ce qu'on disait, hein, formule de Grassmann, F, ça voudrait dire que F inter G est réduite au neutre, c'est-à-dire que la dimension de F inter G est nulle, parce que sinon je devrais avoir la formule de Grassmann. Donc c'est pas pour rien hein, qu'on retrouve bien des sous-espaces supplémentaires ici, quand on fait cette hypothèse. Donc justement, l'hypothèse, ça va être ça. Ça va être, donc on imagine qu'on a deux sous-espaces. On ne sait pas, sous-espace vectoriel, hein, bien sûr. On ne sait pas à la base s'ils sont supplémentaires ou pas, mais on a leurs dimensions. Les dimensions, souvent, c'est pas très difficile à trouver. Alors bon, ça dépend des cas, mais... Donc on a leurs dimensions. Quand on les ajoute, ces dimensions, on trouve la dimension de l'espace vectoriel total. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir vite voir si c'est en somme directe ou pas. Il n'y aura plus qu'à, parce que rappelez-vous, donc montrer que, pardon, pas si c'est en somme directe, on va vite voir si ces sous-espaces vectoriels sont supplémentaires ou pas, c'est ça que je voulais dire. Rappelez-vous, pour montrer qu'ils sont supplémentaires, normalement, il y a deux choses à montrer. Qui sont en somme directe et que quand on les additionne, ils engendrent tout l'espace.
Là, si vous savez déjà que la somme des dimensions donne le bon nombre, c'est-à-dire la dimension de l'espace total, bah, vous avez besoin que d'un des deux points. Donc soit vous montrez juste que c'est une somme directe, c'est souvent ce qu'on fait, hein, c'est le plus facile, soit vous arrivez à démontrer que la somme des deux engendre tout l'ensemble, et c'est gagné, ils sont supplémentaires. Voilà, donc voilà ce que ça va vous apporter de raisonner sur les dimensions quand vous le pouvez. C'est que si vous avez les bonnes dimensions, alors il n'y a plus un seul point à montrer pour montrer qu'ils sont supplémentaires. Donc c'est quand même, on va gagner pas mal de temps et de simplicité en fait. Puisque les dimensions, comme je disais, c'est quand même souvent plus simple que de démontrer que la somme des deux vaut l'espace vectoriel. Ou en tout cas au moins plus rapide. Souvent. Après, je ne peux pas faire une généralité non plus, mais... Donc, eh bien, allons-y, ce théorème. Ah oui, une petite remarque. Quand on aura démontré celui-là, on ne le démontrera pas, c'est exactement le même. Il est juste exprimé d'une manière différente, c'est-à-dire que l'hypothèse, elle est écrite à chaque fois, mais, mais c'est exactement le même, juste écrit différemment. Donc, c'est tout. Et nous, la seule équivalence qu'on montrera, ça je l'avais expliqué déjà pour... je sais plus, on en a fait un là juste avant, mais c'est une caractérisation aussi, je crois d'ailleurs. On avait deux, parce que là il y a deux équivalences en fait, hein, en réalité, mais montrer que 2 est équivalent à 3 est largement suffisant, puisque justement quand on a 2 et 3, on a 1. Être supplémentaire, donc c'est ce qui est écrit ici dans le 1, c'est avoir ces deux-là. Donc si ces deux-là sont équivalents, on a forcément les deux, et donc on a bien le premier. Donc nous, on va juste démontrer que 2 est équivalent à 3. Et on va voir que c'est pas très long. Là, pour le coup, la démonstration n'est pas très difficile. Ça utilise directement la formule de Grassmann, donc ça va assez vite maintenant qu'elle est démontrée. Donc on y va. Alors, preuve de la caractérisation. Et après, on aura à peu près fini pour cette vidéo. Je vous donnerai un exemple, mais c'est tout. Donc, preuve de la caractérisation. Alors... je vais quand même réécrire ce qu'on suppose quand on est sous les yeux. Donc supposons... Alors on est d'accord qu'on est toujours E de dimension finie et F et G de sous-espace vectoriel de E. Voilà, que ce soit bien clair. Et on suppose que la dimension de F, pardon, dimension de F plus dimension de G est égale à dimension de E. Voilà, ça c'est l'hypothèse qu'on fait pour toute la preuve. Maintenant, donc moi je rappelle que ce que je veux montrer, c'est que F inter G réduit au neutre sera équivalent dans ce cas à F plus G égale E. Voilà, nous on veut montrer ça de façon globale. Donc faisons d'abord le sens, le sens direct. Donc là dans ce cas, on suppose en plus de nos histoires de dimension, on suppose que F inter G est égal et réduit au neutre. Et là, ben justement, on va appliquer notre formule de Grassmann. On va pas s'embêter, hein. On l'a, on l'utilise. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que justement, la dimension de f plus g, parce que nous, rappelez-vous, on veut un résultat sur f plus g, on veut montrer que f plus g égale e. Donc, bon, tout ce qu'on peut prendre sur f plus g, on le prend. Et justement, dimension de f plus g, c'est égal à dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Voilà. Or, f inter g, c'est réduit au neutre d'après notre hypothèse, et donc la dimension de ça, c'est 0. Bon. Et lui, d'après notre première hypothèse, c'est égal à la dimension de E. Donc ce que j'ai écrit là, c'est selon les hypothèses. Et donc au final, je récupère que la dimension de F plus G est égale à la dimension de E. Or, on sait que F plus G est un sous-espace vectoriel de E, donc il est inclus dans E. On déduit donc que F plus G égale E. Il n'y a pas d'autre possibilité. S'il est inclus dans E et qu'il a la même dimension, c'est que c'est E. Ça, on en avait déjà parlé aussi. Voilà, donc un sens est fait, et en fait l'autre sens, c'est très similaire, hein. Dans l'autre sens, donc là, cette fois-ci, on suppose que F plus G égale E. Et s'ils sont égaux, ça veut dire que leurs dimensions sont égales aussi, hein. Donc alors dimension de F plus G égale dimension de E, ça va nous servir. On applique encore une fois la formule de Grassmann.
Sauf que là, on va l'appliquer dans l'autre sens. Nous, cette fois-ci, ce qui nous intéresse, c'est obtenir l'intersection. Donc, on va juste l'écrire dans l'autre sens, mais c'est la même. Hein. Dimension de f inter-g qui est égale à dimension de f plus dimension de g moins dimension de f plus g. Voilà, et là on utilise ce qu'on a supposé. Donc ici on a supposé, d'ailleurs je peux écrire tout ça, on a supposé que c'était égal à la dimension de E, et ça, d'après toujours notre première hypothèse, c'est égal à la dimension de E. Donc j'obtiens une dimension de f inter g égale à 0. Or 0, justement c'est la dimension de l'espace qui est réduit au neutre. Voilà. Et donc je peux en déduire comme on a bien, bon c'est évident ça, mais comme on a bien cet espace, la réduit au neutre qui est inclus dans f inter g, on déduit qu'ils sont égaux. Donc f inter g égale le neutre. De toute manière, quand vous avez un espace qui est réduit, enfin qui a une dimension 0, pardon, en fait il est forcément réduit au neutre. Hein. Il n'y a pas d'équivoque, mais bon là j'ai tout détaillé. Voilà, et donc on a bien obtenu ce qu'on voulait, on a l'équivalence souhaitée. Et donc, maintenant, vous le saurez, si vous avez les bonnes dimensions, entre guillemets, hein, vous avez bien compris ce que je veux dire par là, pour démontrer qu'on a deux sous-espaces qui sont supplémentaires, il suffit de montrer un des deux points de la définition. Et ça suffit. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme utilisation. Alors attention quand même à bien avoir les bonnes dimensions, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà, et donc pour terminer, le petit exemple, c'est un exemple pas si petit que ça, mais qui est proposé là dans le cours. Je vais le faire là. Donc exemple du cours pour le coup, là c'est pas moi qui le rajoute. Voilà, donc là il s'agit de... Rappelez-vous, on l'a déjà fait ça en fait. Hein. D'ailleurs c'était dans une vidéo aussi, me semble. Ou à l'écrit, je sais plus. Enfin, je vous l'avais... C'est quelque chose que vous aviez fait tout seul et après on en avait un petit peu parlé. On avait déjà démontré que dans les matrices, l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques sont des sous-espaces supplémentaires, justement. Et là, on propose justement de redémontrer ça, encore une fois, mais en utilisant les dimensions. Donc pourquoi pas. Donc si on utilise le théorème, enfin la caractérisation là qu'on vient de voir, on se dit bon il suffirait de voir si on a les bonnes dimensions, c'est-à-dire si dimension de Sn plus dimension de An égale à dimension de Mn, et si par exemple ils sont bien en somme directe. Voilà, donc ils sont en somme directe, on l'avait déjà démontré, hein, donc en fait on le sait. Donc somme directe, on pourra l'utiliser sans problème. Et donc la question c'est est-ce qu'on a les bonnes dimensions? Est-ce que quand j'additionne les dimensions de Sn et de An, j'obtiens bien la dimension de Mn? Bon, pour ça, il faudrait déjà avoir les dimensions de Sn et les dimensions de An. Il me semble que ça, on l'a jamais fait, donc c'est un classique, donc c'est intéressant à faire. Donc déjà, je vais l'écrire ça, dans un premier temps, déterminons dimension de An et dimension de Sn. Je rappelle que dimension de Mn, on l'a déjà, ça fait partie des exemples classiques, elle valait n carré. Donc bon, là il faut voir An et Sn. Alors, c'est là où c'est pas si simple, mais si vous comprenez on va le faire par exemple pour Sn, allez on va faire Sn en premier. Si vous comprenez pour Sn, en fait, An après sera pas difficile, mais c'est quand même c'est un concept, il faut comprendre. Donc, si on se souvient ce que c'est une matrice symétrique, alors déjà je vais réécrire ça. Donc Sn sur le corps K, ça revient à prendre les matrices carrées, faut qu'elles soient carrées, hein, A telle que la transposée de la matrice est égale à la matrice. Et bon, comment ça se traduit concrètement? On avait vu, quand je prends une matrice, je peux la renverser par rapport à la diagonale, je vais obtenir la même matrice. Par exemple, voilà, si je prends celle-là, alors j'ai pris que des deux, j'aurais pu prendre autre chose. Hein. Effectivement, si je fais sa transposée, elle donne elle-même. Rappelez-vous, hein, la transposée, c'est-à-dire que je fais comme un miroir par rapport à la diagonale. En gros, j'inverse les lignes et les colonnes. Et je vais bien récupérer la même chose. Voilà. Donc en fait, comment on reconnaît une matrice symétrique? Une matrice symétrique, finalement, je fixe ce qui est là, diagonale comprise, hein, je fixe ce qui est là. Et ce qui est ici va se déduire, puisque pour que ce soit symétrique, il faut qu'il y ait justement ce miroir. Donc la question finalement pour avoir la dimension, ça va être
ben, combien de matrices il me faut pour créer toutes les matrices comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est ici, je m'en fiche, mais ce que je veux, moi, c'est arriver à recréer toutes les matrices possibles euh, à ce niveau-là, triangulaire en fait. C'est comme si on cherchait la dimension des matrices triangulaires supérieures. Puisqu'après, le reste va être déduit, donc n'intervient pas, enfin, comment dire, on n'a pas besoin de le générer le reste, puisque ça va de toute façon être déduit parce qu'on aura posé au départ. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère. Par exemple, si je prends donc celle-là, en fait, je pourrais dire que... oui, je peux l'écrire comme donc... je peux l'écrire donc... Je peux prendre ça, plus... attendez, que j'écrive pas n'importe quoi. Voilà. 2. Donc ça, c'est tout ce qui constitue la diagonale. Donc pour constituer la diagonale, j'ai juste besoin de ces trois matrices-là. Alors ce sont des EII, vous vous rappelez, hein. Ça, c'est E11, ça, c'est 2 fois E22, et ça, c'est 3 fois E33. Et pour constituer le reste, je pourrais dire que... Alors là, j'ai pris que des 2, alors c'est pas forcément très représentatif, mais je peux changer. Je peux prendre, j'en sais rien moi, moins 1, 4, voilà. Et du coup, ben, j'aurai moins 1 et 4 ici. Et pareil là, j'aurai donc moins 1 et 4, 4, moins 1. Voilà. Donc si je les écris comme ça, c'est juste pour qu'on distingue bien les nombres, parce qu'il n'y a que des 2, c'est pas très intéressant. Si je veux obtenir celui-là, par exemple, je vais dire, ben, il me faut donc 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça, c'est 2 fois E, 1, 2. Sauf que je sais que si je prends celui-là, automatiquement, je vais avoir aussi un 2 ici. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de prendre que celui-là, on met directement 2 et 2, puisqu'on est forcé. Et donc ça revient à prendre à la fois la matrice E12 et la matrice E21 dans pour générer. Et après, je fais pareil pour moins 1. Donc moins 1, il est là et il est aussi là. J'en ai mis trop. Moins 1. Voilà, donc 0, 0, 0, 0 après. Et donc ça, c'est finalement moins 1 fois E13 plus E31. C'est-à-dire que j'entraîne en même temps les deux coefficients concernés. Et après, il restait des 4. Donc il y a 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 0. Voilà. Donc ça, pareil, c'est 4 fois E23 plus E32. Voilà. Et donc on se rend compte que en fait, j'ai eu besoin de 6 matrices, bon, avec des coefficients devant, pour générer ma matrice qui a 9 coefficients. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce que je veux dire. Du coup, on va généraliser l'idée, hein. Donc maintenant, si j'écris cette matrice donc avec des coefficients, ça revient à dire que j'ai A11, A22, etc. Donc ça, pas de souci. Et en fait, là, j'ai A12, mais le A12, le A21, en fait, je l'écris directement A12, puisque je sais qu'ils doivent être égaux. Le A13, même principe. Ici, au lieu d'écrire A31, je vais écrire A13 directement. Donc, je vais me retrouver avec des coefficients identiques. C'est normal, hein, c'est l'objectif. Alors, je passe tous les détails. Bon. Et avec des AIJ, alors je ne précise pas encore IJ dans quoi ils vivent, mais on va le faire, réel donc. Ah non, ici pardon, je suis sur K, donc appartenant à K. Voilà, et donc cette matrice, si je la décompose comme j'ai fait là en rouge tout à l'heure, ben finalement c'est quoi? C'est la somme des AII, EII, donc ça c'est pour obtenir la diagonale, donc je vais bien de 1 jusqu'à n là pour le coup. Et ensuite, mais finalement, je vais les coupler, les AIJ. C'est-à-dire, je vais les prendre par deux. J'ai lui et lui, j'ai lui et lui, etc. Et donc, je vais dire, je fais AIJ. Et la matrice qui correspond là, dans les matrices élémentaires, c'est EIJ plus EJI. C'est-à-dire que je mets à la fois le coefficient sur la ligne I colonne J et sur la ligne J colonne I. Et donc, mes I et J, de où à où ils vont, je dois avoir I plus petit que J. Et les deux, strictement, puisque là, pour le coup, je ne prends pas la diagonale, hein, ils ne sont pas égaux, les indices, et tout ça pris entre 1 et n. Donc, en gros, ça me fait une espèce de somme triangulaire, hein. Je n'ai pas I virgule J, puisque là, je traite à la fois, si vous voulez, c'est symétrique, je traite à la fois IJ et JI.
Donc je prends le cas qu'une fois. Par exemple, le 2, 4, il n'apparaît qu'une fois. Je ne vais pas traiter aussi le cas 4, 2. Voilà. C'est pour ça que je les ai rangés comme ça. Et donc toujours avec AIJ appartenant à K. Voilà, et donc là on commence à beaucoup mieux voir ce qui se passe, puisque je me rends compte que SN, du coup, c'est le vecte des EII. Donc il y a tous les EII qui engendrent, avec donc I entre 1 et N, mais aussi tous les EIJ plus EJI, avec I strictement inférieur à J, et le tout entre 1 et N. Donc j'ai une famille génératrice, d'ailleurs je vais peut-être plutôt mettre union, génératrice de mon ensemble de matrices symétriques. Voilà. Et donc maintenant, pour avoir une base, alors déjà, oui, première chose, on est d'accord, c'est une famille libre, puisque les EIJ, vous le voyez là, hein, on les a revus, ils ont tous des zéros à des endroits différents les uns des autres. Donc ils sont forcément non liés. Donc tout ça, c'est une famille libre déjà. Et elle est génératrice, puisque justement, c'est le vecte qui le dit. Comme SN, c'est le vecte de tout ça, c'est qu'elle génère aussi, elle engendre aussi tout l'ensemble. Mais la question qui demeure, c'est combien il y en a? Parce que moi, je veux une base et je veux la dimension. La base, je l'ai, ça y est, c'est ça. Hein, je ne l'ai pas écrit, mais donc une base de SN. Mais je veux la dimension. Bon. Alors, pour obtenir la dimension, soit je compte, hein, c'est calcul, c'est de l'arithmétique en fait, tout ça. Soit je peux aussi voir les choses en termes matriciels, c'est-à-dire je peux me dire, finalement, ça revient à prendre donc, tous les éléments, parce qu'on a pris une EII pour chaque élément de la diagonale. Donc là, déjà, j'en ai N. Et après, ça revient à prendre aussi tous ceux qui sont là, mais pas ceux qui sont là, puisque ceux-là, on a dit justement, ils vont avec. Donc je les compte pas, je les compte avec. Comment dire? Je compte une seule fois. Enfin, je compte tous ceux qui sont ici, ils vont compter pour 2. Donc je les compte une fois et ça suffira. Ce sera dans ma base, ce sera un des vecteurs, une des matrices de la base. Donc en gros, ça revient à compter combien j'ai d'éléments ici. Et donc, pour compter ce qui est là, alors soit vous vous dites, le total de la matrice, on peut le faire comme ça, sur le total de la matrice, j'ai n carré éléments, j'enlève les n de la diagonale et je divise par 2, ça marche très bien. Hein. Donc effectivement, je vais en avoir n fois n-1 sur 2. Ou bien vous vous dites, finalement, là j'en ai un, après il y en a 2, après il y en a 3, etc. Donc ça revient à faire la somme pour k allant de 1 jusqu'à n-1, puisque ici j'ai n-1 et coefficient. Voilà, donc, et ça donne la même chose, hein, ça fait n-1 sur 2. Donc vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas ça se calcule. Donc ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que ici j'en ai donc n fois n-1 sur 2, et là j'en ai n. Donc ma base, elle est de cardinal. Cette famille, enfin cette base du coup, est de cardinal n plus n facteur de n-1 sur 2. Autrement dit, n facteur de 1 plus n-1 sur 2. Autrement dit, n plus 1 sur 2. Alors on aurait pu d'ailleurs le trouver d'un coup comme ça, il y en a peut-être qui se sont fait la réflexion, parce qu'on aurait pu trouver tout d'un coup tout ça avec le même argument que ce que j'ai fait là, hein, sauf qu'on allait de 1 à n. Voilà, on aurait pu aussi faire ça. Mais bon, c'était volontaire de ma part de séparer les deux, parce que dans notre famille, on voyait bien les deux morceaux. Mais ça se fait aussi comme ça sans problème. Bon, donc on a la dimension, donc du coup on est d'accord que ça c'est la dimension de Sn de K, qui n'était pas si simple que ça à trouver. Maintenant, si on va voir AN, et après on aura fini, puisque du moins on aura la dimension de Sn et de N, en fait ça va tomber à peu près tout seul. AN, ce sont les matrices, rappelez-vous, donc toujours carrées, hein, telles que la transposée est égale à moins A. Et en fait, on s'était rendu compte, ça on l'avait déjà remarqué, que ça signifie automatiquement que la diagonale est nulle, parce que quand je vais faire moins A, la diagonale aussi, elle va prendre les moins, et du coup, ça ne pourra pas être égal à la transposée qui, elle, n'a pas de moins sur sa diagonale. Donc déjà, la diagonale est nulle, et ensuite, finalement, les autres coefficients, pareil, quand je fixe le triangulaire supérieur, le triangle supérieur, ça va automatiquement fixer le triangle inférieur, puisque quand je transpose, ils doivent valoir une certaine valeur.
Donc en fait, ma matrice, elle va se constituer comme ça quand elle est antisymétrique. Je vais avoir des zéros. Ici, je vais avoir A1, 2, par exemple. Et là, je vais avoir moins A1, 2. Puisque quand je transpose, il faut justement que les nombres deviennent opposés l'un de l'autre quand je fais le miroir. Mais opposés, finalement, c'est très lié quand même, hein. Voilà. Et donc là, pareil, A1, 3, ici, j'aurai moins A1, 3. Etc. Bon, après, ça devient compliqué à écrire. Jusqu'à donc moins A1N que je trouve ici en A1N. Donc finalement, même principe avec les AIJ toujours appartenant à K. Même principe, du moment où je compte combien il me faut de matrices pour générer le triangle supérieur, ben en fait j'aurai généré toutes les matrices antisymétriques. L'autre va se déduire. Donc ça revient à dire que c'est le vecte alors cette fois-ci, ce seront les EIJ moins EJI qui vont engendrer avec toujours... Alors, je vais peut-être écrire une étape parce que je ne suis pas sûre que tout le monde me suive. C'est correct, hein, ce que j'ai écrit, mais je vais vous mettre une étape. Donc ça revient à faire la somme des AIJ fois EIJ moins EJI. Et là, on n'a pas le deuxième morceau qui correspond à la diagonale, puisque là, la diagonale, elle est fixée. On sait que ce ne sont que des zéros. Et donc, même principe, comme chacun ne compte qu'une fois, ça revient à dire qu'ils sont entre 1 et n, mais strictement rangés dans l'ordre croissant. Voilà, avec AIJ appartenant à K. Ce qui revient, donc, c'est ce que je disais, au vecte de la famille des EIJ moins EJI, avec donc I et J entre 1 et n et différents. Non, pardon, ça j'en ai pas besoin, n'importe quoi. Voilà, et donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est libre et générateur, donc c'est une base de AN de K. Et si vous vous rappelez des calculs qu'on a fait, on a déjà la réponse pour la dimension, puisque le triangle supérieur, on avait dit c'est nn-1 sur 2. Il faut nn-1 sur 2 matrices pour le générer. Donc, on peut dire qu'elle est de cardinal n fois n-1 sur 2. Et donc, la dimension de AN de K, c'est justement nn-1 sur 2. Voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, ce qui reste, c'est facile, puisque maintenant, on voudrait montrer, rappelez-vous, que Sn et An sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires, en utilisant, tant qu'à faire, nos dernières trouvailles. Donc, justement, je vais vérifier déjà que les dimensions sont bonnes pour utiliser mon théorème de caractérisation. Alors justement, si je calcule la somme des deux dimensions, j'ai nn plus 1 sur 2 plus nn moins 1 sur 2. Je peux factoriser par n sur 2. Ça fait n plus 1 plus n moins 1 hein, dans la parenthèse, donc ça fait 2n, et donc ça fait n carré. Et n carré, c'est justement la dimension de mn de k. Donc en termes de dimension, on est bon. On a bien dimension de f plus dimension de g égale dimension de e. Ce qui veut dire que pour démontrer qu'ils sont des sous-espaces vectoriels, il me suffit de montrer par exemple qu'ils sont en somme directe. Donc là, je peux dire or, parce qu'on l'a déjà démontré ça, donc je ne le refais pas, hein, ils sont en somme directe. C'est-à-dire qu'on avait déjà démontré que l'intersection, de toute façon c'est logique, hein, si elle est symétrique et antisymétrique à la fois, en fait on avait vu justement, il n'y a que la matrice nulle qui correspond à ça. Donc c'est-à-dire que l'intersection est réduite au neutre. Donc, d'après la caractérisation qu'on vient de voir, qu'on vient de démontrer, d'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires, AN et SN sont supplémentaires dans MN. Autrement dit, AN somme directe SN égale MN. Voilà, et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, on est arrivé au bout. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi malheureusement, je vous donne un petit peu plus de travail chez vous, parce que c'est quand même long tout ça. Et en même temps, bon, je pense qu'il y a quand même
la majorité que vous êtes capable maintenant, on a quand même posé beaucoup, beaucoup de choses, en classe, ensemble, que vous êtes capable donc de comprendre seul. C'est pour ça que, bon, si on peut gagner un petit peu de temps, parce qu'on a encore beaucoup à faire, j'essaye, voilà. Mais bon, ça me demande du travail à moi aussi, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas que vous qui bossez. En tout cas, j'espère que c'est relativement clair pour tout le monde. S'il reste des questions, bien évidemment, je reste à votre disposition dès qu'on se voit. Et voilà, bah, quand on se voit, donc lundi, on terminera ce chapitre. Il reste pas énormément de choses, vous avez dû le voir sur votre feuille. Donc c'est plutôt bien parti tout ça. Bon, ben merci pour votre écoute et à très bientôt.